Passé le soleil, la plage et les cocktails, The White Lotus nous apprendra que l'enfer vient parfois des autres. The White Lotus est une série créée par Mike White, sortie en 2021 et diffusée sur la plateforme Max. Elle comporte 3 saisons, dont la dernière saison qui est en cours de diffusion actuellement. Greg, le pitch. The White Lotus est une série anthologique qui suit les expériences de divers clients et employés dans des complexes hôteliers de luxe à travers le monde. Chaque saison se déroule dans un lieu différent. Hawaï, Sicile, Thaïlande, avec un nouveau casting d'acteurs reconnus et émergents. La série explore les interactions complexes entre les personnages, mettant en lumière les dynamiques sociales, les relations personnelles et les conflits qui émergent durant leur séjour. Un mystère central, souvent lié à un décès, se développe au fil des épisodes. The White Lotus a été créé par Mike White, qui est un producteur, scénariste, réalisateur et acteur, qui a travaillé fin des années 90 et début des années 2000 sur 2 séries qui sont très connues, dont une qui est Dawson, ça nous rappelle nos souvenirs d'adolescence, dans lequel il était producteur et scénariste, et également la série culte que je n'ai pas vue personnellement, je pense pas que Greg l'ait vue non plus, Freaks and Geeks. Ensuite, il y a, je pense, plusieurs années où il a dû faire sûrement des choses très intéressantes. Pour info, ça doit être certainement, je pense, un proche de Jack Black. Parce qu'en tant qu'acteur, on l'a vu dans Rock Academy et il a été scénariste de Supernaturals, donc deux films où Jack Black est en vedette. On le retrouve en 2011 à la création d'une série HBO qui est On Light avec Laura Dern, qui a duré 2 saisons. Et enfin, il a proposé, donc écrit et proposé à la chaîne HBO la série The White Lotus, qui a été la seule à accepter le projet, sachant que c'était dans une période qui était relativement compliquée, due à une pandémie. The White Lotus est une série multiprimée, sachant qu'elle a reçu pour les 2 premières saisons 15 Emmy Awards et 2 Golden Globes, dont meilleur acteur, meilleure série, meilleure réalisation, etc. etc. Jennifer Coolidge a eu le prix d'interprétation pour la première saison. On a beaucoup d'acteurs plus ou moins connus, mais en fait des visages souvent qu'on connaît. Dans la première saison, on peut reconnaître Sydney Sweeney, qui était un peu moins connu, et depuis qui a bien explosé. On a Alexandra Daddario et on a également Connie Britton, qui était, moi en tout cas, que j'ai connu dans la série Spin City avec Michael J. Fox. Et après, vous avez encore d'autres acteurs. Globalement, les castings sont plutôt bons. Sur la seconde saison, on peut retrouver Michael Imperioli, qui est de la série Les Sopranos, en tout cas qui a marqué plutôt la mémoire des gens dans Les Sopranos. Et on a également F. Murray Abraham, qui faisait Salieri dans le film Amadeus, entre autres, parce qu'il a une longue carrière derrière lui. Et donc sur la dernière saison, là, qui est sortie depuis peu, on peut retrouver également Patrick Schwarzenegger, donc le fils de Walton Goggins, qui est connu notamment par The Shield, mais qui joue aussi dans Fallout, pour une série plus récente, Walton Goggins, qui mérite totalement le fait d'être mis en avant. Je trouve que on le voyait dans quelques séries par-ci par-là, et là je pense qu'il commence vraiment à prendre du level. Sachant que dans The Shield, pour ceux qui n'ont pas vu, il est absolument énorme dans The Shield. Je suis fan de lui depuis The Shield. Je trouve vraiment que cet acteur est vraiment excellent. Et on retrouve également Carrie Coon, qu'on a retrouvé dans l'excellente série The Leftovers, que je vous invite à regarder. Et on a également Emmylou Wood, que vous avez peut-être vu dans Sex Education, qui était plutôt très bien dedans aussi, qui ressortait un peu, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est une de celles que j'ai trouvé le mieux dans la série. Et on retrouve, et là, c'est juste pour la petite histoire, on retrouve Charlotte Lebon, qui est en fait une comédienne québécoise qui s'est fait connaître en France il y a assez longtemps en tant que Miss Météo. Et donc, il y a du chemin qui a été parcouru puisque maintenant elle est dans la saison 3 de The White Lotus. Alors, si on devait expliquer en quelques mots ce qu'est The White Lotus, moi, j'utiliserais le terme de série chorale. Est-ce que tu es d'accord avec le principe ? Oui, c'est ça. Il faut savoir, enfin, en tout cas, il faut qu'on vous dise, moi, j'ai vu que la première saison, alors que Vianney a vu les 2 premières en entier et a déjà commencé la 3e. Donc voilà, donc moi je me baserai sur la première saison. Si ce que je dis est modifié sur les saisons suivantes, Vianney rétablira la vérité. Mais voilà.
Qu'est-ce qui différencie The White Lotus des autres séries? C'est le fait déjà qu'il n'y ait pas de personnage principal. On suit vraiment des gens qui viennent en vacances donc dans cette chaîne d'hôtels de luxe The White Lotus. Qu'est-ce qui différencie également The White Lotus d'autres séries? C'est le fait qu'il n'y ait pas de style à part entière. La série, elle n'est pas catégorisée. On peut pas la catégoriser dans une série de type comédie, on peut pas la catégoriser dans une série policière, éventuellement dans un style un peu dramatique. Voir un peu de comédie de mœurs, on va dire, presque, parce qu'on est beaucoup sur la psychologie des personnages et leur lien, le lien qu'ils ont entre eux. Et c'est ce qui, moi, personnellement, m'a surpris, puisqu'en fait, à la base, que m'étais peu renseigné sur la série, j'en avais entendu parler, mais m'étais peu renseigné, et c'est vrai que quand je l'ai mise, je m'attendais à une série drôle, simplement, juste une comédie. Et en fait, les personnages sont plus sombres qu'on pourrait l'imaginer. On va vraiment chercher dans leur caractère et dans leurs défauts. Et en effet, il n'y a pas de personnage principal, mais il n'y a surtout pas vraiment de héros, puisqu'ils sont plutôt tous assez critiqués dans la série. Hein. Il n'y a personne de parfait. C'est plus des anti-héros qu'autre chose. Et c'est plutôt ce qui m'a plu, moi, personnellement, parce que j'aurais bien vu un truc drôle, mais on pousse plus loin. Et les personnages sont assez doubles, en fait. C'est vraiment comme la série, il y a des moments qui peuvent être assez marrants. Mais je trouve que la série est plus sombre. C'est mon interprétation à moi, en tout cas la façon dont je l'ai reçue. Je l'ai trouvé plus sombre que drôle, parce que je trouve que les caractères des personnages sont assez... Des fois, ils sont presque un peu détestables, mais du coup hyper intéressants. Hyper intéressants, ils développent beaucoup les personnages, et la série est beaucoup basée sur le fait que les personnages sont développés, et la façon dont ils vivent entre eux, et la façon dont il y a des disputes entre eux, des problèmes entre eux. Et ça révèle pas mal de problèmes aussi de notre société actuelle. Et c'est ce que moi je trouve le plus intéressant dans la série. Pour revenir sur le fait de classification de la série, ce que Mike White a fait et qui je trouve est très intelligent, c'est de débuter chacune des saisons par un mort, par un décès qui intervient. C'est-à-dire que dès le premier épisode, on voit que quelqu'un est mort et on part tout de suite sur un flashback sur la semaine de vacances de l'ensemble des personnages. Et à partir de là, tout au long de la saison, il n'y aura aucune notion de qui est mort. Et donc pour celles et ceux qui sont intéressés qui veulent avoir une vision un peu policière, ils pourront s'intéresser au comportement des différents personnages. Mais la série peut être regardée sans prendre en compte ce mort de début de saison. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intelligent. Ouais, la série n'est pas du tout sur une structure de série policière. Même si on part de ce mort-là, on n'est pas du tout là-dessus. C'est un élément qui lance les choses et qu'on retrouve à la fin, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à une structure où les personnages recherchent qui va mourir. Voilà. C'est vraiment, on développe surtout sur les personnages, sur la façon dont ils gèrent leurs vacances, sur la façon dont des fois ils ont des éléments perturbateurs qui peuvent justement inquiéter. Et c'est là où on revient sur le personnage mort, parce qu'on ne sait pas comment il est mort. Mais voilà, c'est pas du tout une structure de série policière, ni une structure de série humoristique. Donc comme disait Vianney, on a beaucoup de choses dans la série, et on a plus de difficultés en effet à mettre un genre dessus. Alors vu que tu as vu la première saison, Greg, tu me faisais remarquer que la colorimétrie, les filtres de couleurs sur cette première saison t'avait intrigué. Ouais, en fait parce que je pense que la colorimétrie est là pour montrer un peu le fond de la série, c'est-à-dire l'ambiance un peu de la série, c'est-à-dire qu'ils sont sur un lieu où il y a le soleil tout le temps, et là c'est Hawaï, donc voilà, on s'imagine avoir tout le temps une grosse lumière, et en fait c'est le cas, sauf qu'elle est assombrie par une colorimétrie qui est un peu orangée. Donc c'est très joli déjà, je trouve que c'est plutôt... Après c'est plus du tout naturel, mais l'image est plutôt belle, et je pense qu'elle est faite un peu pour représenter cette dualité qui est un peu dans la série, c'est-à-dire d'être dans un lieu de vacances, un lieu de repos, un lieu voilà où tout est beau, tout est très éclairé, mais qui a un côté très sombre derrière, dont à peu près tous les personnages, on voit de leur côté sombre, et donc il y a un mélange entre cette lumière des vacances et ce côté sombre des personnages. Donc on est sur une colorimétrie qui est très orangée, voire des fois presque ça tire sur le rouge. Alors moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu... Alors j'ai vu The White Lotus plusieurs années après qu'elle soit sortie. Je l'ai vu en 2024, la première saison. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est l'esthétique et le soin sur la photographie, et également le soin au niveau ambiance musicale. Puis je suis devenu fan en fait de toute l'ambiance musicale, et qu'on retrouve dans les autres saisons également, parce que c'est le même compositeur qui s'appelle Cristobal Tapia de Ver, qui est un canado-chilien ou chilo-canadien, et qui a une formation de musicien classique,
et qui du coup avec de l'électronique réussit avec beaucoup de percussions à mettre une super ambiance à la série. Je sais pas si toi la musique t'a marqué, l'ambiance musicale. Alors, pour le coup, c'est pas un truc qui me marque en général. Je peux même des fois passer totalement à côté de la musique de série ou de film. Et là, pour le coup, je pense que même quelqu'un qui, comme moi, capte pas tout de suite, ou en tout cas ne s'arrête pas trop sur la musique, on peut pas passer à côté. Il y a vraiment des scènes où je me suis dit, si on coupe le son, ça n'a plus rien à voir. La musique est vraiment un élément hyper important dans la série et appuie vraiment certains éléments de la série. Et dans la saison 2, enfin la bande originale de la saison 2 est, je trouve, encore mieux que la saison 1. Donc là, la saison 3, j'en suis à 2 ou 3 épisodes, je sais pas, mais bon, c'est le même compositeur et je trouve que le soin mis, que ce soit à l'image, au niveau de la musique, ça sublime vraiment le jeu. Il faut dire que les acteurs sont quand même vraiment très très bons dans l'ensemble. Hein. Je veux dire, j'ai pas vu d'acteur sur les 3 saisons que j'ai vues où je me suis dit, ah, celui-là il joue moyen. Si ce n'est peut-être Jennifer Coolidge qui parfois donne l'impression d'être too much, mais je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont comme ça. Donc je trouve que ça tape juste malgré le côté un peu exagération du personnage. Alors en fait, Jennifer Coolidge est pas très surprenante parce que quand on regarde un peu sa carrière, c'est un peu le type de personnage qu'elle a beaucoup fait dans sa carrière. Et du coup, voilà, elle est en effet, elle a toujours un côté très décalé, un peu fofolle, mais c'est ce qu'elle a souvent fait, hein, même depuis American Pie, où elle faisait la mère de Stifler, pour ceux qui se souviennent. Elle a toujours ce côté décalé en fait, et là, il est très très appuyé. Donc elle est plutôt drôle et son personnage est un peu fou et un peu décalé. Mais oui, je pense que c'est voulu. Elle traverse la série un peu en étant en parallèle de tout le monde. Elle est un peu à l'ouest. C'est un personnage qui est un peu à l'ouest. Mais du coup, comme on sait pourquoi, parce qu'elle a déjà fait ça dans des films, mais on sait pas obligatoirement pourquoi. Dans des comédies basiques, quand elle fait ce type de personnage, on dit elle est juste décalée, voilà, c'est tout. Là, comme c'est un peu expliqué quand même dans la série, ça reste intéressant. Après, est-ce qu'elle méritait son prix? Je sais pas. Est-ce qu'il y avait de la concurrence en face? Il y en a qui vont nous dire non. Dites-le-nous en commentaire. Mais ouais, voilà, elle est sans être trop surprenante pour ceux qui la connaissent, elle est plutôt bien dans ce personnage qui est décalé. Pour souligner le côté très original de la série, Mike White a indiqué dans une de ses interviews qu'il s'était inspiré et qu'il était fan de 2 anciennes séries qui sont La Croisière s'amuse et L'Île Fantastique. Et c'est vrai que quand on voit la première saison, je ne sais pas ce que t'en diras Greg, ça saute un petit peu aux yeux. Ouais, si, justement, c'est intéressant de savoir ça parce qu'on retrouve vraiment le côté choral dont tu parles au début, qu'il y avait dans ces séries-là, en fait, pour ceux qui connaissent pas trop La Croisière s'amuse ou l'Île Fantastique, c'était des groupes de personnes qui arrivaient ou sur un bateau ou sur une île, et ça changeait à chaque épisode. Donc c'est des épisodes courts, là on est sur une saison complète, mais on croisait différentes personnalités, des familles, tout ça, qui se croisaient pendant l'épisode, et donc on apprenait rapidement, là c'est plus poussé, mais on apprenait rapidement à les connaître, et les histoires se croisaient avec des problèmes, avec des choses bien, tout ça, voilà. Et donc c'est vrai qu'il s'est basé là-dessus, sauf il y a un côté plus sombre, comme je disais, dans The White Lotus, c'est un côté plus sérieux, parce que l'île Fantastique et La Croisière s'amuse, c'était quand même très positif comme série. Mais c'est vrai qu'on retrouve ce côté-là, qui est plutôt sympa, d'apprendre à connaître des personnages qui viennent de différents lieux et qui ont différents vécus. Et c'est pour ça, c'est intéressant de savoir qui s'est inspiré de ça. On est là-dessus, en ayant un côté un peu plus sérieux derrière, mais on est sur le même schéma. Et il faut savoir que d'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, vous devez pouvoir trouver ça, mais sur La Croisière s'amuse, il y a un nombre d'acteurs énorme qui est passé, qui à l'époque étaient plus ou moins connus, voire certains pas connus, qui sont pour certains devenus extrêmement connus, comme Michael J. Fox, Tom Hanks, je sais plus lesquels parce que j'ai pas tout en tête, mais énormément, et donc c'est vrai que c'était un vivier d'acteurs, et on sent que dans The White Lotus, ça peut être la même chose. On en verra moins parce que là, du coup, on est sur une saison plus qu'un épisode, mais je pense que les producteurs vont pouvoir piocher un peu dedans, parce que il y en a qui se révèlent, il y en a qu'on connaît depuis longtemps, mais qui n'ont peut-être pas eu la carrière qu'ils méritent d'avoir. Et donc voilà, comme La Croisière s'amuse, ça met un peu en lumière certains acteurs. Ok, bah super. Moi, ce que je voulais passer à ce qui pourrait ne pas plaire, mais peut-être faire un petit débrief sur ce qui est... Toi, peut-être, Greg, qu'est-ce qui t'a plu dans la série, en quelques mots? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était le fait
que ça soit moins léger que je pensais. J'avais peur au départ que ça soit très léger avec des personnages un peu sur lesquels on passe vite. J'ai bien aimé le fait que on ait plus en profondeur sur les personnages. J'ai bien aimé la critique, comme je disais, de certains faits de société, entre guillemets de société actuelle, en tout cas ça représente des caractères de certaines générations, le vécu des boomers, que des générations Z, génération de tout ce que vous voulez. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant et c'est très critique. Donc faut prendre un peu sur soi parce que voilà, c'est critique. Mais j'ai trouvé ça intéressant et ouais, en fait, j'ai bien aimé le côté sombre de la série. Alors sombre, ça peut paraître peut-être exagéré, mais voilà, les petits côtés sombres de chacun des personnages est intéressant et c'est ce qui m'a le plus intéressé, de voir ça se développer au fur et à mesure des épisodes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté original, totalement original de la série. Effectivement, c'est le côté série chorale, pas de héros, pas de anti-héros. Enfin, ce sont des gens qui, malgré leur richesse, parce que la chaîne The White Lotus, on voit qu'on est dans du luxe, mais malgré tout, ce sont des personnes qui sont totalement imparfaites, qui peuvent être détestables, qui peuvent parfois paraître sympathiques, pour qui on peut avoir un peu d'empathie, mais aussi un peu de colère. J'ai bien aimé le côté vraiment humain en fait de tout ça. On n'est pas du tout dans les héros, on n'est pas dans les anti-héros, on est dans des gens qui sont normaux entre guillemets. J'ai adoré l'esthétique. Je trouve que c'est magnifique. La saison 2, je la trouve encore plus magnifique. Ça se déroule en Sicile. J'ai adoré la musique. J'ai adoré l'ambiance globale de la série. Et j'ai adoré le côté original avec un mort en début de saison. On se fout complètement de savoir qui meurt, qui va mourir durant une grosse partie de la saison. Et on a le dénouement final à la fin. Donc ça fait un twist qui est vachement sympa. Voilà ce qui m'a plu dans The White Lotus. Et maintenant, ce qui pourrait ne pas plaire. Je pense que ce qui pourrait ne pas plaire, c'est le fait que ce soit des gens riches. Parce que nous, en France, on n'aime pas les riches. Donc, voir des gens riches, blancs pour la plupart, ça peut aussi poser des soucis, ce qui est compréhensible. Le fait qu'il n'y ait pas de héros, et donc pas d'intrigue linéaire sur une saison. Le fait que ça peut être parfois lent. Et quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Ouais. Pour que ça ne plaise pas. Moi j'ai un ou deux trucs aussi. Ce qui peut ne pas plaire, et qui moi du coup m'a plu, mais qui ne peut pas plaire, c'est si vous partez en ayant déjà imaginé ce qu'était la série, et que vous attendez une série drôle, et que vous voulez juste avoir une série qui vous fait rire. Parce que du coup, c'est moins drôle, je trouve, que ce qu'on peut imaginer. Mais moi, c'est ce qui m'a plu. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être déçus en se disant je vais mettre un truc juste pour rigoler. Et du coup, voilà, ils peuvent se dire ouais, ça parle trop ou machin. Donc ça peut être un problème. Et après, il faut avoir du recul sur soi aussi. Parce qu'automatiquement, ça critique des choses et vous allez vous dire bah oui, là je suis d'accord. Et après, ça va critiquer celui qui critique, donc vous. Donc il faut aussi accepter la critique envers vous, et ça va pas toujours être simple pour certains, mais là on peut avoir une critique du capitalisme par exemple, et se rendre compte que la personne qui vit dans le capitalisme finalement est plus ouverte que celle qui est anticapitaliste. Donc ça peut gêner certaines personnes. Donc voilà, il y a certaines critiques de choses qui se passent dans la société actuellement, où il faut être ouvert et accepter que ça va pas toujours dans votre sens, mais que c'est toujours intéressant de voir en fait les choses et peut-être un peu de réfléchir sur soi-même aussi, quoi. Je ferai un petit élément de comparaison avec, alors même si ça n'a rien à voir, je pense dans le côté personnage, statut social, etc., avec la série Succession, même si les deux séries n'ont vraiment rien à voir ensemble, on retrouve ce côté, dans Succession, la série est relativement violente du fait du côté insupportable des personnages, et je trouve que The White Lotus, la série arrive à faire la part des choses avec des gens qui, je pense, dans le milieu professionnel seraient tout aussi détestables, mais là on les voit dans un environnement qui est paradisiaque, et du coup ça pondère largement les choses, et je trouve qu'il y a quand même il y a des similitudes et il y a des grosses différences qui font que je mettrais les deux séries sur le même pied d'égalité. Et on en a parlé un petit peu avant avec Vianney, et je pense aussi que ce qui peut être intéressant, c'est qu'il est possible qu'il y ait des lectures différentes selon les gens, parce que c'est un peu comme si c'est assez nuancé. Par exemple, moi qui suis plus dans une génération de quarantenaires, j'ai trouvé les jeunes d'environ 20 ans assez insupportables. Et il est possible que ceux de 20 ans qui regardent la série trouvent les quarantenaires peut-être insupportables. Voilà, et donc je pense que selon les gens, il y aura différentes lectures. Mais ils sont tous plus ou moins critiquables. Voilà, il n'y a pas vraiment de personnage totalement positif. Donc c'est intéressant de voir ça. Je pense qu'on a fait le tour sur la série The White Lotus, qu'on vous invite très fortement à regarder,
Alors en prenant bien sûr beaucoup de recul, faut vous dire qu'il faut vous attendre à voir une série qui n'est pas classique, qui n'est pas standard, qui ne rentre pas dans des cases. Il faut s'attendre à une série, c'est une série de personnages. Donc, faut attendre d'avoir la présentation des personnages, de commencer à connaître les personnages et de voir les personnages agir entre eux. Et là, en fait, ça devient intéressant. Donc, ça peut vous prendre 1 ou 2 épisodes, le temps de rentrer dedans, mais c'est pas vraiment une série qui se base sur une histoire. C'est vraiment une série de personnages. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la série. On se doute qu'il va y avoir des commentaires qui sont relativement négatifs. Je pense à un de nos abonnés qui nous a dit du bien une fois de The White Lotus. Donc qu'il n'hésite pas à venir nous le redire en commentaire. On sait qu'il va y avoir de la critique contre Jennifer Coolidge à cause d'une certaine frustration. On le sait déjà. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la série. Est-ce que tout comme nous, vous avez apprécié le côté esthétique, le côté écriture, le côté acteur, le côté jeu? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sinon, vous vous abonnez, ça nous fera plaisir. Vous pouvez partager la vidéo aux gens que vous aimez ou que vous n'aimez pas, peu importe. Et vous pouvez la liker, je l'ai dit. Je sais plus, mais tu peux le dire 2 fois, au pire. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, et vous pouvez liker, et vous pouvez vous abonner également. Puis, sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et Greg, je te salue bien bas, et je te dis à la prochaine fois. Salut! Salut! Big smiles. Wave, Lanny. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.